Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 12 mai. À quoi servent les élections européennes? À l'heure du lancement officiel de la campagne 2014, nous tenterons de comprendre comment fonctionne l'Union européenne. La Bonote est sortie chaque année. L'unique récolte est l'occasion de fêter cette pomme de terre rare et précieuse. Le grand public peut alors découvrir les secrets de la Bonote et de l'île de Noirmoutier, notamment au travers d'un rallye vélo, vous le verrez. Le retour à l'école s'est fait en chanson pour les jeunes du privé. Après 2 semaines de vacances, les primaires sont en pleine répétition pour les concerts de Chantemay. Exemple à Fontenay-le-Comte. Ce lundi 12 mai lance officiellement la campagne des élections européennes. Le 25 mai, vous serez donc invité à voter pour les nouveaux membres du Parlement européen. Avant ça, savez-vous vraiment comment fonctionne l'Union européenne? Les explications avec Caroline Tronche. L'Union européenne, c'est effectivement une nébuleuse dont on a parfois un peu de mal à savoir comment elle s'organise. Pourtant, l'UE, ce n'est finalement que 3 principales institutions chapeautées par le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État 3 fois par an et qui décide des grandes orientations politiques de l'Union. 3 institutions donc, accompagnées également par 2 organes de contrôle. Imaginez un corps dont la tête serait la Commission européenne. C'est la plus haute autorité et du coup elle bénéficie du monopole de l'initiative. Rien ne commence au nom de l'Europe sans qu'elle n'en soit à l'origine. La Commission a également un pouvoir exécutif. C'est elle qui met en œuvre les politiques et le budget de l'UE. Elle est également la gardienne des traités et vérifie donc qu'ils sont bien appliqués. Installée à Bruxelles, la Commission est actuellement présidée par le Portugais José Manuel Barroso et est composée de 28 commissaires, un par État membre, dont celui évidemment de la France, Michel Barnier. Sous cette tête, 2 bras donc. Le premier, c'est le Conseil des ministres de l'Union européenne. Là encore, un représentant par État membre à chaque réunion thématique, affaires générales, agriculture, justice ou encore éducation. Une présidence tournante de 6 mois. Le Conseil a le pouvoir d'adopter ou de rejeter les propositions de la Commission européenne. Comme le second bras d'ailleurs, le Parlement européen. C'est lui que nous renouvelons le 25 mai prochain. Avec ses 766 députés, il vote lui aussi les propositions. Mais là, ce ne sont plus les gouvernements des États membres qui parlent. Non, là, c'est nous en quelque sorte, puisque ce sont nos représentants élus au suffrage direct. S'ajoute à cela 2 pieds, indispensables pour tenir debout, la Cour des comptes européenne qui contrôle les dépenses de l'UE et la Cour de justice pour veiller à la bonne application de la législation. Et on poursuit notre page consacrée aux européennes avec la présentation des listes proposées le 25 mai prochain. Et ce soir, nous allons d'abord entendre Daniel Merlet. Il est vendéen et il mène la liste « La France se réveille ». Daniel Merlet, qui s'est fait connaître en s'engageant notamment contre les PV injustifiés, défend l'idée d'une Europe avec moins de réglementation. On l'écoute. Il faut impérativement cesser toutes ces réglementations qui tuent nos emplois, font perdre nos coutumes. Et ça, c'est impératif. Une Europe idéale aussi pour moi, pour nous, la France se réveille, c'est une Europe où on harmoniserait un salaire minimum, des charges, des taxes, une fiscalité européenne. Puisqu'aujourd'hui, ce dysfonctionnement dans l'Europe elle-même fait que nos entreprises françaises délocalisent soit en Roumanie, soit en Pologne, pour faire travailler les gens à beaucoup moins cher. Autre liste présente le 25 mai prochain, celle de nous, citoyens. On écoute celle qui mène la liste dans notre circonscription ouest. Elle était en Vendée samedi dernier. Pour elle, l'Europe est au milieu du gué. Moi, je suis vraiment une Européenne, j'ai 50 ans, j'ai évolué avec l'Europe, j'ai profité de l'Europe, j'ai voyagé, etc. Et c'est absolument génial de pouvoir se dire qu'on peut aller d'un pays à l'autre et partager, aller faire ses études, avoir la même monnaie, etc. En revanche, c'est vrai que l'Europe aujourd'hui, ça pose des problèmes. On voit bien qu'il y a des pays qui ont une très grande disparité de développement. On a intégré très rapidement des pays qui n'étaient pas au même niveau de développement que nous, ce qui pose un problème. Donc je dirais que l'Europe est au milieu du gué. Et se dire qu'on a un chemin à parcourir ensemble et prendre les bonnes solutions, je pense que c'est la seule voie possible et envisageable pour les jeunes en particulier qui aujourd'hui n'envisagent pas de sortir de l'Europe.
Un mot sur les impôts. 650 000 ménages pourraient ne plus être imposables. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre hier soir sur TF1. Il s'agirait des foyers modestes. Manuel Valls a également précisé qu'une baisse des impôts pour les bas salaires dès 2015. Cette mesure concernerait les personnes gagnant autour de 1,2 à 1,3 fois le SMIC. L'actualité, c'est aussi cette journée particulière pour les anciens salariés de Fagorbrandt. Ce lundi, une partie d'entre eux a repris le travail sur les sites de La Roche-sur-Yon et d'Esnay. Vous le savez certainement, Fagorbrandt a été racheté par Cévital, entraînant le licenciement de la moitié des salariés. Pour ceux qui restent, ils ont donc retrouvé le chemin de l'usine, mais pour le compte de 2 nouvelles entreprises sous-traitantes de Cévital. À La Roche-sur-Yon, 86 salariés poursuivront la production d'appareils ménagers pour S20 donc. Et à Esnay, les 53 restants fabriqueront des micro-ondes sous le nom de Variance Technologies. Ce lundi, l'ambiance était donc un peu particulière. Tout le monde a son poste de travail, consciencieux, essaye de faire de son mieux parce que forcément, il y en a qui retrouvent leur poste de travail, mais il y en a d'autres qui sont sur des postes qui n'ont jamais fait. Donc forcément, c'est une formation, mais c'est plutôt solidaire et plutôt je dirais, bon enfant, comme je vous dis. Il y a toujours un petit pincement au cœur, parce que il y a des collègues qui sont restés sur le carreau, qui sont pas repris. Tout le monde se pose la question qui est repris, qui est pas repris. Mais là, ça démarre plutôt bien. On revient un instant sur le futur parc éolien offshore au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu. La semaine dernière, on apprenait le nom du porteur du projet. Il s'agit donc de GDF Suez Areva. Et au lendemain de cette nouvelle, tous les acteurs étaient réunis au Conseil général de la Vendée. L'occasion pour eux de revenir sur cet énorme projet. À terme, 130 emplois devraient être créés pour les habitants des 2 îles. Et cette réunion était aussi l'occasion de rappeler l'ambition de la Vendée. Le département souhaite en effet atteindre 50% d'autonomie énergétique et les pêcheurs espèrent pouvoir continuer leur activité dans cette zone. Notre objectif à nous, avec le plan Vendée Énergie Nouvelle, c'est de pouvoir avoir 50% d'autonomie énergétique, c'est-à-dire une énergie produite ici en Vendée à partir soit d'économie, à partir aussi d'énergie douce dans 10 ans. Et le parc, c'est déjà 40% de cette autonomie. Nous, nos objectifs, c'est qu'on puisse avoir toujours une activité au sein même du parc, en particulier pour les arts dormants. Pour que ce soit faisable, il faut que les conditions techniques soient réunies tout simplement. Les lignes d'éoliennes telles qu'elles sont disposées, les lignes de câbles, les chemins de câbles, etc., l'enfouissement des câbles, on attend des trucs très techniques, mais qu'on voudrait bien clarifier avant toute chose. Et précisons que le projet devrait voir le jour en 2021. Un mot sur cette nouvelle opération au Sables-d'Olonne. Comme chaque année, la ville débute sa campagne de stérilisation des œufs de goéland. Durant un mois, des agents monteront sur les toits des maisons pour stériliser les œufs. Donc, l'objectif est de lutter contre ces oiseaux qui peuvent rapidement devenir nuisants pour la population. En 2013, 410 nids ont été traités. La Bonote 2014 est sortie. Depuis une semaine, les producteurs de Noirmoutier récoltent cette pomme de terre rare et précieuse. Et chaque année, à cette occasion, la coopérative agricole organise d'ailleurs la fête de la Bonote. C'était ce week-end. Le grand public était une nouvelle fois invité à participer à la récolte de cette pomme de terre qui, par sa petite taille et sa fragilité, ne peut être ramassée qu'à la main. Et la 17e édition de la fête de la Bonote s'est poursuivie par un rallye vélo pour découvrir tous les secrets de cette île. Reportage d'Anthony Jamin. Bonjour. Donc le nom de l'équipe Les Sartois. Les Sartois, les coquillettes ou encore les marmottes de l'espace, à chacun son nom d'équipe pour participer à ce rallye vélo découverte à Noirmoutier. Pour cette 10e édition, ils sont 200 participants. Pour certains, c'est la première fois, mais d'autres sont de vrais habitués. C'est une bonne occasion de promener les petits enfants. C'est prendre du bon temps, on part tous en équipe, on est en équipe de famille, mais on est avec plein d'amis, donc on part tous ensemble et c'est pour passer un bon moment et découvrir un petit peu l'île. C'est donc parti pour une quinzaine de kilomètres à vélo à travers les marais de l'île. Première escale chez le producteur de sel.
Leur questionnaire à la main, les participants tentent tant bien que mal de trouver les réponses aux questions qui leur sont posées et n'hésitent pas à faire appel aux locaux lorsque l'occasion se présente. Les grands bassins qui sont derrière s'appellent comment là? C'est les pieds qui amènent de l'eau là-dedans. Oui. On appelait ça des branches. Des branches? Ben oui, mais... Il y a toujours des questions, moi surtout les marais salants, une année on était tombé sur les mêmes questions. Ouais. Et là, on s'en rappelle pas quoi. On a compris, on sait ce qu'il en est, mais tout le monde ne sait pas. Alors on a nos petits secrets. Hein. Direction ensuite le port de pêche où les attendent Hervé Billon, patron du Petit Père Charles, pour une nouvelle série de questions. Combien y a-t-il de bateaux de pêche? Ah mon Dieu! Combien y a-t-il de bateaux de pêche en activité dans le port? Pas toujours facile de répondre, même quand on connaît l'île comme sa poche. Mais c'est aussi ça le plaisir de ce rallye découverte, pouvoir apprendre à tout âge. Avec un petit plaisir gourmand à la prochaine étape, une dégustation de produits du terroir chez un exploitant agricole. Comme chaque lundi, on ouvre notre chapitre sport et aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin de saison difficile pour les footballeurs luçonnais en national. Nous allons également revenir sur le raid Lyon, ce raid nature et sur la victoire de l'équipe de Ringhockey la Vendéenne. Résumé proposé par Simon Filippo. La Vendéenne recevait Saint-Omer ce week-end. Les Lyonnais se sont imposés 5-1, inscrivant 3 buts en moins de 5 minutes. Il s'agit là de leur 3e victoire consécutive face à Saint-Omer. Les deux équipes occupent désormais la 2e place du championnat à égalité de points. Mais la Vendéenne devance les Audomarois au goal average. Du côté du ballon rond, les Luçonnais ont fait match nul à domicile 2-2 face à Orléans. Ils se retrouvent à la 14e place du championnat, à seulement un point du premier relégable, Strasbourg. Là, ce soir, on fait une très mauvaise opération avec les matchs des autres équipes. Mais bon, on reste malgré tout devant 4 équipes. Donc il faut aller à Bourg pour aller chercher des points. On n'a plus le choix, il faut prendre les points. De toute façon, là, ce soir, on pouvait pérenniser un petit peu notre classement et le mettre un petit peu tranquillement dans le confort pour au moins une journée. C'est pas le cas, on s'est mis dans le dur, donc maintenant il va falloir aller à Bourg avec de vraies ambitions. Le prochain match sur la pelouse du FC Bourg-Péronat sera donc capital pour les Luçonnais. On termine avec le raid Lyon qui a réuni cette année 315 participants répartis dans plus de 100 équipes. Un événement qui tourne autour du VTT, de la course à pied et du canoë avec 2 compétitions, le raid aventure et le raid découverte. Sur la première, c'est l'équipe Randorette de Vie du Poiret qui l'emporte et sur la deuxième, c'est l'association Gobreau-Thieroise de VTT qui s'est imposée. Les organisateurs satisfaits pensent déjà à la prochaine édition. Encore un mot de foot pour vous donner les résultats de National et CFA en National. On vient de le voir, Luçon fait donc match nul face à Orléans. Ils seront d'ailleurs les invités ce lundi soir de 85 chrono. Et le Poiret-sur-Vie revient de Vannes avec une victoire 1-0. En CFA, les Herbiers sont également allés gagner à Pontivy 4-1. En revanche, lourde défaite à domicile pour les Fontenaisiens face à Bordeaux 5-0. Et puis, un mot de cyclisme. Jimmy Engoulevent remporte la dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Il s'agit là de sa première victoire sous les couleurs d'Europecar. Voilà donc pour les résultats sportifs du week-end au chapitre culture à présent. Vous allez pouvoir voter pour votre artiste préféré. Depuis ce lundi, les votes sont en effet ouverts pour la Vendée recrute ses talents. Il faut donc se rendre sur le site internet de l'événement pour découvrir les 21 finalistes. Vous avez ensuite jusqu'au 8 juin pour soutenir votre lauréat. Les résultats seront dévoilés lors de la grande soirée de gala le 16 juin prochain. Intéressons-nous à présent à d'autres artistes. Ils sont encore trop jeunes pour participer à un tel concours, mais les enfants des écoles privées de Vendée participent à Chantemay. Chaque année, cet événement musical réunit les scolaires pour un grand concert. À quelques heures du spectacle, l'heure est donc aux répétitions. Et c'est donc une reprise des cours un peu particulière après 2 semaines de vacances. Reportage de Carlo Laboureux à Fontenay-le-Comte. Ultime répétition et dernier réglage pour ces 250 élèves avant de chanter devant quelques 700 spectateurs. Le stress n'est pas encore là, mais cette dernière répétition s'avère nécessaire. Car si tous ont appris les chants tout au long de l'année scolaire, c'est la première fois que ces 8 écoles se retrouvent ensemble.
Une seule répétition générale. C'est le moment où on fait les réglages. On n'a jamais chanté tous ensemble, donc il faut vraiment apprendre à bien s'écouter tous ensemble. Et puis on n'a jamais chanté non plus avec les musiciens, puisque dans nos classes, on accompagne le chant avec un CD. Donc évidemment, tout est calé de manière très précise, et toujours la même chose avec le CD, tandis que là, avec les musiciens, il peut y avoir des petites différences avec le CD, donc il faut caler tout ça. Un véritable travail d'artiste et pour beaucoup d'enfants une occasion de monter sur scène. C'est aussi l'objectif de Chantemay, initier les élèves de CE2, CM1 et CM2 à la culture. On a comme mission de leur enseigner, de les ouvrir à une culture commune au niveau de la France. Donc voilà, c'est une belle occasion de le faire. Et une culture très large, puisque cette année, parmi les 12 chants sélectionnés, il y a aussi bien des chants d'enfants, évidemment, que des chants plus traditionnels, voire même de la variété française. Et puis, autre concert de Chantemay demain soir, toujours à Fontenay-le-Comte, mais avec 8 autres écoles privées du Sud-Vendée. Et avant de refermer ce journal, regardons ensemble les grands rendez-vous de cette semaine. Demain, mardi 13 mai, l'avenir de notre région sera au cœur des discussions. Une session extraordinaire se tiendra en effet au Conseil régional à Nantes, en présence des principaux acteurs politiques. Jeudi 15 mai, journée de mobilisation pour l'ensemble de la fonction publique, notamment les enseignants. Ils réclament une revalorisation des salaires et dénoncent la précarisation des postes. Alors plus légèrement, samedi, vous pourrez profiter des musées autrement dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Les sites vont en effet ouvrir jusqu'à minuit. En Vendée, 10 espaces vous accueilleront. Vous pourrez alors effectuer une visite à la lampe frontale au centre minier, au flambeau à l'écomusée du Davio ou encore en musique ailleurs. Et le programme se trouve sur le site de l'événement. Et dimanche, on connaîtra peut-être le nom du nouveau maire de Saint-Sulpice-en-Paray. Les habitants sont en effet appelés aux urnes pour une nouvelle élection municipale. Souvenez-vous, en mars dernier, la commune s'était retrouvée sans aucun élu. Et comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et ce mardi devrait être un peu plus calme, mais les averses seront encore présentes ici ou là. Côté température, le thermomètre affichera jusqu'à 18 degrés. Le point complet sur la météo, c'est dans quelques minutes avec Armelle Pavageau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.